J'ai rédigé un CV pour le poste de mes rêves, celui pour lequel je n'étais pas qualifié. J'ai passé des heures à le perfectionner, à me faire paraître compétente pour un travail que je voulais désespérément, mais que je ne pensais pas pouvoir obtenir. Puis, j'ai fixé le bouton « Envoyer » pendant 20 minutes et j'ai refermé mon ordinateur portable sans cliquer. De qui est-ce que je me moquais? Je n'avais pas assez d'expérience. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Bonjour, c'est Thomas du refuge de Valombre. Nous avons reçu votre CV et nous aimerions beaucoup vous recevoir pour un entretien. J'étais confuse. Je n'avais jamais envoyé ce CV, mais je me suis présenté quand même, par curiosité. Ce que j'ai découvert là-bas m'a laissé sans voix. Avant de nous plonger dans l'histoire, avez-vous déjà eu une opportunité que vous ne pensiez pas mériter? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires sur la prise de risque, la quête de sens et la lutte pour ses rêves, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit où j'ai rédigé un CV pour un poste impossible. Je travaillais comme directrice des opérations pour une entreprise de logistique à Lyon, coordonnant les chaînes d'approvisionnement, gérant les expéditions et optimisant les itinéraires. Le salaire était honnête, avec de bons avantages. C'était stable, respectable. Mes parents étaient fiers de la carrière de leur fille, mais ce n'était pas ce dont je rêvais quand je m'imaginais à 32 ans. J'avais un diplôme en biologie. J'avais obtenu mon diplôme il y a 10 ans avec le rêve de travailler dans la conservation, d'aider à protéger les espèces menacées, de passer mes journées en plein air plutôt que dans des bureaux éclairés au néon. Mais les emplois dans la conservation étaient compétitifs et souvent mal payés. Et après des années de tentatives infructueuses, j'avais accepté le poste en logistique temporairement. Et j'étais toujours là, passant encore mes week-ends à randonner seul, faisant occasionnellement du bénévolat au centre de nature local, rêvant d'une vie que je m'étais convaincu de ne pas pouvoir avoir. Un jeudi soir de fin septembre, je faisais défiler mon téléphone après une autre journée démoralisante à optimiser des plannings de livraison. J'ai cliqué sur un site d'offres d'emploi dans la conservation que je visitais parfois quand j'avais besoin de me torturer avec des aperçus de la vie que je ne menais pas. Et je l'ai vu. Coordinatrice de la conservation recherchée, le refuge de Valombre. Poste à temps plein pour coordonner les programmes de réhabilitation de la faune, la sensibilisation éducative et les partenariats de conservation. Recherche candidat avec une formation en biologie, une expérience en gestion de programme et une passion pour la conservation de la faune. Situé dans la région du Jura, mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était ça. C'était le poste. Tout ce que j'avais toujours voulu, réuni en une seule annonce. J'ai cliqué pour aller sur leur site web. Le refuge de Valombre était un centre de réhabilitation de la faune et une réserve naturelle de 160 hectares à environ 2 heures de Lyon. Ils secouraient les animaux sauvages blessés, les réhabilitaient et les relâchaient dans la nature lorsque c'était possible. Ils organisaient également des programmes éducatifs pour les écoles et le public. Les photos sur le site montraient des forêts et des prairies, des installations de réhabilitation avec des aigles, des hiboux et des renards, et des membres du personnel s'occupant avec soin des animaux blessés. Cela ressemblait au paradis. Puis j'ai lu les exigences du poste plus attentivement. Minimum 5 ans d'expérience dans la conservation ou la gestion de la faune. Master de préférence. Expérience avérée dans le développement de programmes et la rédaction de demandes de subventions. Relations établies au sein de la communauté de la conservation. Mon enthousiasme est retombé. J'avais le diplôme de biologie, mais c'était une licence, et elle datait de 10 ans. J'avais de l'expérience en gestion de programme, mais en logistique, pas en conservation. Je n'avais jamais rédigé de demande de subvention de ma vie. Je n'avais aucun contact dans le monde de la conservation au-delà de quelques heures de bénévolat par mois dans un centre de nature. Je n'étais pas qualifié, pas même de loin. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir un nouveau document et à commencer à rédiger un CV malgré tout. J'y ai passé 3 heures. J'ai présenté mon expérience en logistique comme de la coordination de programmes et de la gestion des parties prenantes. J'ai mis l'accent sur ma formation en biologie et les cours de conservation que j'avais suivis. J'ai détaillé mon travail de bénévole, le faisant paraître plus substantiel qu'il ne l'était. J'ai écrit une lettre de motivation qui était honnête sur mon parcours atypique mais passionné par mon engagement envers la conservation. Quand j'ai eu fini, j'avais un CV qui était véridique, mais qui me présentait sous le meilleur jour possible. Il était bon, peut-être même assez bon. J'ai ouvert l'email de candidature, joint le CV et la lettre de motivation, et tapé l'adresse email de l'offre d'emploi.
Puis j'ai fixé le bouton « Envoyer ». Pendant 20 minutes, je l'ai fixé. Mon curseur planait sur le bouton. Mon doigt a touché le trackpad, prêt à cliquer. Mais je n'ai pas pu le faire, car l'envoyer signifiait faire face au rejet. Cela signifiait que quelqu'un au refuge de Valombre lirait mon CV soigneusement rédigé et verrait clair dans mon jeu, verrait que je n'étais qu'une directrice logistique désespérée avec un vieux diplôme de biologie et de grands rêves. « De qui te moques-tu, Léa ?» ai-je dit à voix haute dans mon appartement vide. « Tu n'es pas qualifié pour ça. Il cherche quelqu'un avec une vraie expérience, de vraies qualifications, pas quelqu'un qui coordonne des itinéraires de camions et fait du bénévolat dans un centre de nature. » J'ai refermé l'ordinateur portable sans envoyer l'email, j'ai sauvegardé le brouillon, mais je ne l'ai pas envoyé. Puis je suis allé me coucher en me sentant lâche. La semaine suivante a été particulièrement brutale au travail. Mon entreprise mettait en place un nouveau système logiciel qui ne fonctionnait pas correctement. Et j'ai passé 60 heures à résoudre des problèmes, à gérer des directeurs d'entrepôt en colère et à assister à d'interminables réunions sur des indicateurs d'optimisation dont je n'avais rien à faire. Le jeudi suivant, exactement une semaine après avoir rédigé le CV, j'étais épuisé et abattu, remettant en question chaque choix qui m'avait mené à une vie que je ne reconnaissais pas. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô ? Bonjour. Est-ce que je parle à Léa Moreau ? Oui, c'est Léa. Parfait. C'est Thomas Durand. Je suis le directeur du refuge de Valombre. Nous avons reçu votre CV pour le poste de coordinatrice de la conservation, et je dois dire que nous avons été très impressionnés. Nous aimerions beaucoup vous recevoir pour un entretien ce samedi si vous êtes disponible. J'ai eu l'impression d'avoir été percuté par un camion. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter ? Nous avons reçu votre CV et nous aimerions vous interviewer pour le poste. Êtes-vous toujours intéressé ? Il doit y avoir une erreur. Je ne vous ai pas envoyé de CV. Il y a eu une pause. Vous ne l'avez pas fait ? Nous l'avons juste ici. CV et lettre de motivation de Léa Moreau. Reçu jeudi dernier. Solide formation en biologie, expérience en gestion de programme, passion pour la conservation de la faune. C'est bien vous, n'est-ce pas ? Je veux dire, oui, j'ai rédigé un CV, mais je ne l'ai jamais envoyé. Il est toujours dans mon dossier de brouillon. Eh bien, quelqu'un l'a envoyé, et nous sommes très intéressés à vous rencontrer, à moins que vous ne soyez plus intéressé par le poste. Mon esprit tournait à plein régime. Cela n'avait aucun sens. J'avais sauvegardé ce CV en tant que brouillon. Je n'avais jamais cliqué sur « Envoyer ». J'avais vérifié plusieurs fois au cours de la semaine passée et il était toujours là, dans mes brouillons, non envoyés. Mais apparemment, d'une manière ou d'une autre, le refuge de Valombre l'avait reçu. Je suis intéressé, m'entendis-je dire. Je suis vraiment intéressé. Excellent. Pouvez-vous venir samedi matin, disons 10 heures ? Je vous ferai visiter les installations et nous pourrons parler du poste. Oui, je peux faire ça. Il m'a donné l'adresse et les indications. J'ai raccroché, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes emails. Le brouillon était toujours là. Le CV, la lettre de motivation, exactement comme je les avais écrits. Rien dans mon dossier d'éléments envoyés. Aucune trace de son envoi. Mais Thomas venait de me dire qu'il l'avait reçu jeudi dernier, le jour exact où je l'avais rédigé. J'ai appelé ma meilleure amie, Chloé. Quelque chose d'impossible vient de se produire. Tu as enfin quitté ce boulot ? Non, mais ça pourrait arriver. Chloé, j'ai rédigé un CV pour un poste dans la conservation la semaine dernière. Un poste que je voulais vraiment, mais pour lequel je ne pensais pas être qualifié. J'ai tout écrit, mais je ne l'ai jamais envoyé. Je me suis dégonflé. D'accord. Un type de cette organisation vient de m'appeler. Il a dit qu'ils ont reçu mon CV et qu'ils veulent m'interviewer. Mais Chloé, je te jure devant Dieu, je ne l'ai jamais envoyé. Il est toujours dans mes brouillons. Peut-être que tu l'as envoyé et que tu as oublié. Tu étais probablement fatigué. Je n'ai pas oublié. J'ai fixé le bouton envoyer pendant 20 minutes, puis j'ai fermé mon ordinateur sans cliquer. Je m'en souviens très bien parce que je me suis senti tellement lâche. Alors comment l'ont-ils eu ? Je n'en ai aucune idée, mais je vais à l'entretien samedi. C'est soit le bug informatique le plus bizarre de tous les temps, soit l'univers essaie de te dire quelque chose.
je ne crois pas que l'univers me dise des choses. Peut-être que tu devrais commencer. Samedi matin, j'ai conduit 2 heures vers le nord, dans un paysage de plus en plus rural et magnifique. Lyon a cédé la place à de petites villes, qui ont ensuite laissé place à des forêts et des lacs. Les indications m'ont mené sur une route sinueuse à travers des bois denses jusqu'à ce que j'atteigne un panneau en bois sculpté à la main, le refuge de Valombre, réhabilitation et conservation de la faune. L'allée menait à un groupe de bâtiments, une structure principale de style lodge, plusieurs bâtiments plus petits qui ressemblaient à des installations de réhabilitation, et au-delà, des centaines d'hectares de forêts préservées. C'était encore plus beau que sur les photos du site web. Je me suis garé et j'ai marché vers le bâtiment principal, l'estomac noué par le stress et la confusion. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, m'a accueilli à la porte. « Léa ? Je suis Thomas Durand. Merci beaucoup d'être venu. Merci de me recevoir, même si je suis toujours confuse quant à la façon dont vous avez obtenu mon CV. » Thomas a ri. La technologie est mystérieuse, n'est-ce pas? Allez, laissez-moi vous faire visiter avant que nous discutions. Il m'a fait faire le tour des installations. Le bâtiment principal abritait des bureaux, un centre éducatif avec des expositions sur la faune locale, et une petite boutique de souvenirs. Derrière se trouvaient plusieurs bâtiments de réhabilitation, de grands enclos naturalistes où les animaux blessés pouvaient se rétablir dans des conditions aussi proches que possible de leur habitat naturel. En ce moment, nous nous occupons de 2 aigles royaux, dit-il. Celui-ci a percuté une ligne électrique et s'est fracturé l'aile. Nous travaillons avec lui depuis 3 mois. Il est presque prêt à être relâché. J'ai regardé l'oiseau immense perché sur une branche, ses yeux perçants nous observant. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré d'émotion. C'était réel. C'était le travail dont je rêvais. Nous avons vu des renards se remettant de blessures de la route, un hibou avec un œil endommagé, et plusieurs faons qui avaient été rendus orphelins et étaient préparés pour un éventuel retour à la vie sauvage. Chaque animal avait une histoire, un plan de traitement, une chance de retourner dans la nature. Nous avons aussi des programmes éducatifs, a poursuivi Thomas pendant que nous marchions. Des groupes scolaires viennent pour des visites et des programmes sur la faune et la conservation. Nous faisons de la sensibilisation communautaire, nous travaillons avec d'autres organisations de conservation, nous nous coordonnons avec les agences de la faune de l'État sur les protocoles de réhabilitation. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Absolument tout. Mais en marchant, j'ai aussi remarqué d'autres choses. De la peinture qui s'écaillait sur certains bâtiments, des clôtures qui avaient besoin d'être réparées, du matériel qui semblait vieux et rafistolé. Le personnel que nous avons croisé, seulement 3 personnes, avait l'air fatigué et surmené. Nous sommes retournés au bureau de Thomas dans le bâtiment principal. Il était encombré de papiers, de demandes de subventions et de photos d'animaux qui avaient été relâchés avec succès. Léa, je vais être honnête avec vous, car si vous devez travailler ici, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Mon estomac s'est serré. D'accord. Le refuge de Valombre est en activité depuis 25 ans. Pendant la majeure partie de ce temps, nous avons été financièrement stables. Pas riches, mais stables. Mais il y a 3 ans, nous avons perdu notre plus grand donateur privé. Il y a 2 ans, une importante subvention de l'État sur laquelle nous comptions a été supprimée. L'année dernière, notre coordinatrice de la conservation, le poste que vous rempliriez, est partie pour un emploi mieux rémunéré, et nous n'avons pas pu la remplacer. Il a sorti un dossier, m'a montré une feuille de calcul budgétaire qui ne signifiait rien pour moi, mais qui signifiait clairement quelque chose de terrible pour lui. Nous sommes en difficulté. Il nous reste peut-être 6 mois de fonds de fonctionnement. Si nous ne pouvons pas obtenir un nouveau financement significatif d'ici mars, nous devrons fermer. Les animaux actuellement en réhabilitation seraient transférés dans d'autres établissements si nous trouvons de la place. Tout ce que nous avons construit disparaîtrait. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. C'est terrible. Ça l'est. Et je vous dis ça parce que la personne à ce poste de coordinateur ne se contente pas de gérer des programmes. Elle aide à sauver cet endroit. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut rédiger des demandes de subventions, cultiver des donateurs, créer des programmes qui génèrent des revenus, établir des partenariats avec d'autres organisations. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider à trouver un moyen de survivre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Votre CV montre une expérience en gestion de programme. Vous savez comment coordonner des opérations complexes, gérer les parties prenantes,
résoudre des problèmes logistiques. Ce sont exactement les compétences dont nous avons besoin en ce moment. Mais Léa, je dois être honnête. Ce ne sera pas facile. Ce sera l'un des emplois les plus difficiles que vous ayez jamais eus, et il n'y a aucune garantie que nous réussirons. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû le remercier poliment et partir. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. Je veux le poste, ai-je dit. Thomas a souri. Le salaire est de 45 000 euros. C'est le mieux que nous puissions faire pour le moment. C'était 22 000 euros de moins que ce que je gagnais actuellement. C'est bon. Vous devriez commencer dès que possible. Nous manquons de temps. Je peux donner un préavis de 2 semaines à mon emploi actuel. Commencez dans 3 semaines. Alors bienvenue au refuge de Valombre, Léa. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je ne le savais pas. Vraiment, vraiment pas. Mon premier jour était un lundi de la mi-octobre. Thomas m'a donné un bureau dans l'espace de travail partagé et m'a présenté au petit personnel, Henri, le vétérinaire de la faune, Claire, qui gérait les installations de réhabilitation, et Gérard, qui s'occupait de l'entretien et des installations. Et il m'a tendu une pile de dossiers. Ce sont les demandes de subventions à rendre dans les 3 prochains mois. Ce sont nos programmes éducatifs actuels et leurs chiffres de fréquentation. Ce sont les contacts d'autres organisations de conservation. Et voici notre base de données de donateurs, telle qu'elle est. J'ai regardé la pile écrasante de papier et j'ai senti ma première vague de panique réelle. Par où dois-je commencer? Par là où vous pensez que nous aurons l'impact le plus grand et le plus rapide. Nous avons besoin d'argent, Léa. C'est l'essentiel. Tout le reste est secondaire par rapport au fait de garder les lumières allumées. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé 12 heures par jour pour essayer de comprendre l'ampleur de ce que j'avais entrepris. Je n'avais jamais rédigé de proposition de subvention de ma vie, mais maintenant j'étais responsable de demandes auprès de multiples fondations, chacune avec des exigences et des délais différents. Je n'avais jamais fait de collecte de fonds, mais maintenant je devais cultiver les relations avec les donateurs et organiser des événements de collecte de fonds. Je n'avais jamais géré de programmes éducatifs, mais maintenant j'étais en charge des visites scolaires et des programmes publics. Chaque jour, je découvrais de nouvelles choses que je ne savais pas faire. J'ai soumis ma première demande de subvention 3 semaines plus tard, une proposition à une fondation de conservation régionale demandant 70 000 euros pour un soutien opérationnel. J'y ai passé 40 heures à faire des recherches, à écrire et à corriger. Je la trouvais bonne. Elle a été rejetée en moins d'1 semaine. Le retour, la proposition manque de résultats programmatiques spécifiques et d'indicateurs d'impact mesurables. Je ne comprenais même pas pleinement ce que cela signifiait. J'ai organisé un événement éducatif pour les écoles locales, espérant augmenter la participation au programme et générer quelques revenus grâce aux frais d'entrée. J'ai conçu des activités, créé du matériel promotionnel et me suis coordonné avec les enseignants. 4 écoles se sont inscrites, mais 2 ont annulé à la dernière minute. L'événement que j'avais prévu pour 50 élèves a eu 12 participants. Nous avons perdu de l'argent. 3 semaines après avoir commencé, nous avons eu une urgence. L'un des aigles royaux, celui que j'avais vu le jour de mon entretien, a développé une grave infection. Henri avait besoin d'un antibiotique spécifique immédiatement, mais nous n'en avions plus et n'avions pas le budget pour en acheter. On peut le commander? Ai-je demandé. Pas sans approbation. Thomas doit approuver toutes les dépenses non budgétées de plus de 100 euros, et il est en réunion à Lyon aujourd'hui. Injoignable. Combien coûte l'antibiotique? 230 euros. J'ai pris une décision. Commandez-le. Je m'occuperai de l'approbation plus tard. Henri a semblé incertain, mais il a passé la commande. L'aigle a reçu le médicament et s'est rétabli. Mais quand Thomas l'a appris, il m'a convoqué dans son bureau. Léa, j'apprécie votre initiative, mais nous ne pouvons pas faire d'achat non budgété sans discussion. Nous fonctionnons avec des marges infimes. Chaque euro compte. L'aigle avait besoin de médicaments. Je sais, et vous avez pris la bonne décision pour l'animal, mais vous devez aussi comprendre la réalité financière. Nous jonglons entre garder les animaux en vie et garder le refuge en vie. Les 2 sont importants. J'ai quitté son bureau en ayant l'impression d'avoir encore échoué. 1 mois après avoir commencé, j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je travaillais tard, organisant des dossiers dans le bureau partagé.
Thomas et Henri étaient dans le bureau de Thomas, la porte légèrement ouverte, pensant clairement qu'ils étaient seuls dans le bâtiment. Elle essaie. Je vois à quel point elle travaille dur. Mais est-elle qualifiée? A demandé Henri à Thomas. Elle n'a jamais fait ce travail auparavant. Toutes les subventions qu'elle a soumises ont été rejetées. Son événement de collecte de fonds a été un désastre. Elle n'a ni les contacts ni l'expérience dont nous avons besoin. Le temps presse et je ne suis pas sûr qu'elle puisse y arriver. Nous n'avions pas d'autres options, a dit Thomas. Personne d'autre n'a même postulé. Peut-être aurions-nous dû continuer à chercher pendant 6 mois pendant que nous épuisions nos fonds restants. Léa a des compétences en gestion de programme. Elle comprend les opérations. Elle apprendra les spécificités de la conservation. Et si elle n'apprend pas assez vite? Silence. Puis Thomas a dit, alors nous aurons des problèmes plus graves que de savoir qui est notre coordinatrice. Je suis parti discrètement par la porte de derrière, je suis monté dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 20 minutes sur le parking. Ils avaient raison. Je n'étais pas qualifié. J'apprenais, mais pas assez vite. Chaque rejet de subvention, chaque initiative ratée, chaque erreur était la preuve que je n'avais pas ma place ici. Le CV qui était mystérieusement arrivé sur le bureau de Thomas n'était pas le destin. C'était une erreur cosmique qui m'avait mise dans une position pour laquelle je n'étais pas prête et m'avait donné la responsabilité de quelque chose que j'allais faire échouer. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade. J'ai passé la journée dans l'appartement que je louais dans la ville la plus proche, à regarder les sites d'offres d'emploi, me demandant si je devais simplement démissionner avant d'être renvoyé. Mon ancienne entreprise me reprendrait probablement. Je pourrais retourner à la vie que je connaissais, au travail pour lequel j'étais réellement qualifié. Mais la pensée de retourner à l'optimisation des itinéraires de livraison et de participer à des réunions sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement me rendait physiquement malade. Pendant 2 jours, je suis resté à l'écart, paralysé par l'indécision et le doute. Le 3e jour, Chloé est venue avec du café et m'a forcé à parler. Je ne suis pas qualifié, lui ai-je dit. J'échoue. Je les ai entendus dire que je ne suis pas assez bonne pour ce travail, et ils ont raison. Je pensais que c'était le destin, le CV qui arrive mystérieusement, l'obtention du poste. Ça ressemblait au destin, mais je me trompais. C'était juste une étrange coïncidence. Et maintenant, je suis complètement dépassé. Alors, tu vas démissionner? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais. Léa, est-ce que tu aimes ce travail? Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Est-ce que tu l'aimes? J'ai pensé à l'aigle se remettant de sa blessure à l'aile, au programme éducatif que j'avais conçu qui avait été un fiasco, mais qui avait fait briller les yeux des 12 enfants présents d'excitation pour la faune. Au matin que j'avais passé à aider Henri à examiner un renardeau, tenant la petite créature pendant qu'il vérifiait ses blessures. Oui, dis-je doucement. Je l'aime plus que tout ce que j'ai jamais aimé. Alors arrête de t'apitoyer sur ton sort et trouve un moyen de devenir bonne à ça. Elle m'a laissé avec cette phrase. J'ai passé cette soirée à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Des recherches. De vraies recherches. J'ai trouvé des cours en ligne sur la rédaction de demandes de subventions et je me suis inscrite à 2 d'entre eux. J'ai contacté des coordinateurs d'autres refuges de faune et leur ai demandé si je pouvais les appeler pour des conseils. J'ai rejoint des groupes de professionnels de la conservation en ligne et j'ai commencé à poser des questions, et je me suis entraîné. J'ai réécrit mes propositions de subventions rejetées, étudiant des demandes réussies d'autres organisations, apprenant le langage et la structure que les bailleurs de fonds voulaient voir. Lundi matin, je suis retourné au refuge de Valombre. J'ai trouvé Thomas dans son bureau. « Il faut que je vous parle », ai-je dit. Il a levé les yeux, inquiet. « Léa, si c'est à propos de ce que vous avez peut-être entendu. Vous aviez raison. Je ne suis pas qualifié pour ce poste. Du moins, pas encore. Mais je veux l'être. Donnez-moi 3 mois de plus. Je travaillerai sans salaire s'il le faut. Je ferai tout ce qu'il faut, mais donnez-moi une chance de prouver que je peux apprendre assez vite pour aider à sauver cet endroit. Thomas m'a étudié un long moment. Vous n'avez pas à travailler sans salaire. Mais Léa, 3 mois nous amènent à janvier. Si nous n'avons pas obtenu de financement significatif d'ici là, nous commencerons à cesser nos activités en février. Pouvez-vous vraiment faire une telle différence en 3 mois? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Il a hoché lentement la tête.
Alors essayons ensemble. Les 3 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais constamment des journées de 12, 14 heures. Je suivais les cours en ligne de rédaction de subventions la nuit. J'ai contacté chaque organisation de conservation, chaque fondation, chaque donateur potentiel que je pouvais trouver. J'ai réécrit mes propositions de subventions rejetées, étudiant des demandes réussies d'autres organisations, apprenant le langage et la structure que les bailleurs de fonds voulaient voir. J'ai soumis 6 demandes de subventions en novembre. 4 ont été rejetées, mais 2 ont été approuvées. Pas des montants énormes, mais 14 000 € et 20 000 €, respectivement. C'était quelque chose. J'ai organisé un événement de collecte de fonds en décembre, une journée portes ouvertes de Noël avec des visites du refuge, des opportunités de parrainer des animaux en réhabilitation en envoyant un don mensuel pour cet animal spécifique, et une vente aux enchères silencieuse. J'avais appris de mon premier échec. Cette fois, j'ai contacté les médias locaux, j'ai établi des partenariats avec des organisations communautaires et j'ai offert l'entrée gratuite aux enfants. 200 personnes sont venues et nous avons récolté 7 500 € en une seule journée. En janvier, j'ai lancé une campagne de financement participatif. J'avais pris des photos et des vidéos des animaux en réhabilitation, documentant leurs histoires. J'ai créé une page de campagne intitulée « Sauver Valombre, donner une seconde chance à la faune » et je l'ai partagée partout. La campagne est devenue virale localement. L'histoire du refuge luttant pour sa survie a trouvé un écho. Les gens l'ont partagé, ont fait des dons et ont passé le mot. En 3 semaines, nous avons récolté 42 000 €. J'ai également développé un partenariat avec 3 districts scolaires locaux, créant un programme basé sur le curriculum où les classes pouvaient visiter le refuge dans le cadre de leur éducation scientifique. Nous facturerions des frais modestes par élève, mais ce serait un revenu stable et prévisible. Les écoles ont adoré. Fin janvier, je me suis assise dans le bureau de Thomas avec une feuille de calcul que j'avais passé des jours à perfectionner. Voici nos fonds garantis, dis-je en montrant les chiffres, subventions, dons, campagne de financement participatif, revenus prévus du nouveau programme de partenariat scolaire. Nous avons assez pour fonctionner pendant encore 18 mois, et nous avons un élan. La campagne de financement participatif nous a montré que la communauté soutient cet endroit. Nous pouvons construire là-dessus. Thomas a regardé les chiffres pendant un long moment. Puis il m'a regardé. Léa, quand vous êtes arrivée, je n'étais pas sûr que vous puissiez faire ce travail. J'étais assez désespéré pour tenter le coup, mais je n'étais pas confiant. Je suis désolé pour ça. Vous aviez raison de douter de moi. Je n'étais pas prête. Mais vous vous êtes rendue prête. Vous avez appris plus vite que je ne le pensais possible. Vous avez travaillé plus dur que quiconque que j'ai jamais vu. Vous n'avez pas simplement pris ce poste. Vous vous êtes battu pour lui. Vous avez prouvé que vous méritiez d'être ici. J'ai senti les larmes monter. Je ne pouvais pas laisser cet endroit fermé. Je ne pouvais pas le laisser échouer. Et ce ne sera pas le cas, grâce à vous. 3 mois plus tard, par un matin lumineux d'avril, je me tenais dans l'un des enclos de réhabilitation avec Henri et Thomas. L'aigle royal, celui que j'avais vu le jour de mon entretien, celui qui avait eu la crise d'infection, était prêt à être relâché. Nous avions invité la classe de l'école primaire locale qui avait étudié les aigles. 30 enfants excités se tenaient à une distance de sécurité, observant tandis que j'ouvrais soigneusement la porte de l'enclos. L'aigle nous a regardé la porte ouverte, le ciel au-delà. Puis il a déployé ses ailes immenses et s'est élancé dans les airs. Les enfants ont applaudi. J'ai pleuré. Thomas a posé sa main sur mon épaule. C'est pour ça qu'on le fait, dit-il doucement. Pour ce moment précis. Plus tard dans la journée, j'étais assise dans mon bureau, mon vrai bureau maintenant, une petite pièce que Thomas avait libérée pour moi une fois la crise financière passée, et je regardais une photo que j'avais imprimée et encadrée. C'était le CV, celui que j'avais écrit et jamais envoyé, celui qui était mystérieusement arrivé sur le bureau de Thomas. Je lui avais de nouveau posé la question des mois après avoir commencé. Thomas, sérieusement, comment avez-vous eu mon CV? J'ai vérifié mes emails 100 fois. Je ne l'ai jamais envoyé. Il avait sorti un dossier, m'avait montré une impression. Ceci est arrivé sur mon bureau un matin, juste posé là quand je suis arrivé. Pas de mail, pas d'enveloppe, pas d'explication, juste votre CV imprimé sur du papier ordinaire. J'ai pensé que peut-être quelqu'un de notre conseil d'administration l'avait apporté, mais personne ne savait rien à ce sujet.
C'est impossible. Je sais. Mais Léa, j'ai arrêté de me poser des questions. Peut-être que c'était un bug. Peut-être que vous l'avez envoyé et que toute trace a disparu. Peut-être que je perds la tête. Mais peu importe comment il est arrivé ici, je suis reconnaissant qu'il l'ait fait. Je ne savais toujours pas comment c'était arrivé. Bug technologique, intervention cosmique, ou quelque chose que je ne comprendrai jamais. Mais Chloé avait eu raison. Que je croie ou non en l'univers, quelque chose m'avait poussé vers cet endroit. Pas pour m'offrir une vie parfaite, pas pour rendre tout facile, mais pour me donner une opportunité, une porte ouverte, une chance de devenir quelqu'un que je ne savais pas que je pouvais être. Le travail n'avait pas été le destin au sens d'une fatalité inévitable et sans effort. C'était le destin au sens de potentiel. Le potentiel de grandir, de se battre, de faire mes preuves, de construire quelque chose de significatif. 6 mois après avoir commencé à Valombre, Henri et moi étions devenus des amis proches, liés par notre amour commun pour le travail et notre expérience partagée de ces premiers mois désespérés. J'avais gagné son respect. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'avais accepté une baisse de salaire pour travailler dans un refuge de faune en difficulté. Mais quand ils sont venus me voir travailler avec un hibou blessé, expliquant les principes de la conservation à un groupe d'enfants fascinés, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. J'étais heureuse. 1 an après mes débuts, Thomas m'a promue directrice des programmes de conservation et m'a accordé une petite augmentation. Nous avions obtenu des subventions pluriannuelles de 2 grandes fondations. Notre programme de partenariat scolaire s'était étendu à 10 districts. Nous prévoyions de construire une nouvelle installation de réhabilitation. Valombre ne se contentait plus de survivre. Il prospérait. Le destin, avais-je appris, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Quand on est prêt à tenter sa chance sur quelque chose d'impossible. Quand on est assez courageux pour se présenter même quand on n'est pas prêt, et qu'ensuite on se bat comme un diable pour le devenir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire sur la prise de risque, la quête de sens et la lutte pour ses rêves, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain conte inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.